Cette semaine, nous avons plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, du coup ça fait vraiment plaisir. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Aujourd'hui nous allons parler cinéma et séries et il y a plein d'actus hyper intéressantes, dont certaines négatives tout de même, mais majoritairement positives cette semaine. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus. Et l'objectif est que je vous donne mon avis sur l'actualité et pas juste vous faire un listing, pour moi ça n'a pas d'intérêt, j'ai envie qu'on en débatte. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de faire vivre la chaîne de une, mais aussi de vous proposer des catalogues streaming bien plus intéressants. Vous prenez n'importe quel pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, ou vraiment n'importe quel pays pour avoir la VE-STFR ou même la VF, et vous débloquez des catalogues incroyables, que ce soit sur Netflix avec des films incroyables comme Past Lives, des films sympathiques comme Tout Sauf Toi, le premier Dune qui est disponible aussi là-bas. Sur Prime Video, vous allez avoir dès cette semaine le Godzilla Minus One au Japon, que ce soit en version classique ou noir et blanc, ce qui est vraiment cool. Sur Disney, vous avez Wish que vous avez sûrement pas vu en salle et Pauvre Créature qui est vraiment bien. Sur Apple TV+, vous avez des films comme Argyle que vous avez sûrement pas vu en salle non plus. Et vous pouvez même débloquer Max en avant si vous êtes impatient pour découvrir dès la semaine prochaine aussi des films comme Iron Claw, qui est vraiment bien pour le coup. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez découvrir YouTube Premium et donc toutes les vidéos sans publicité en prenant un VPN dans un pays de l'Union Européenne qui l'a pour moins cher, comme la Roumanie, la Bulgarie, mais même au-delà, la Turquie, l'Inde, le Pakistan, peu importe, l'Argentine. YouTube sans publicité, ça change la vie. Vous serez en plus en sécurité avec un VPN, que ce soit la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, de l'hôtel ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés facilement parce que oui, c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vraiment, c'est hyper accessible. C'est ça qui est bien aussi. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Commençons avec quelques actualités intéressantes. Vous le savez peut-être, mais il y a eu le festival du cinéma fantastique à Bruxelles récemment, le fameux BIFF, et durant l'une des séances de Love Lies Bleeding, le film érotique homosexuel, il y a eu des sifflements homophobes, des commentaires homophobes et des choses comme ça. Et beaucoup de personnes ont dû quitter la salle à cause des mauvais comportements des gens. Il y a eu tout un communiqué qui a été fait justement sur ça par le BIFF, un communiqué qui était d'abord assez raté, puis se sont un peu rattrapés par la suite. Mais grosso modo, la séance était assez horrible, justement à cause des remarques homophobes. Et c'est ce que je dis à chaque fois, il sera toujours important de raconter des histoires LGBT tant qu'il y aura ce genre de réaction. Et même après qu'il y aura plus ce genre de réaction, ça sera tout à fait ok de les raconter évidemment, mais tant qu'il y a ce genre de réaction, il faut encore et encore se battre contre ça, et ça se fait aussi par l'art et le cinéma. Et je n'ai pas vu le film évidemment, parce qu'il n'est pas encore sorti en salle en France et je n'étais pas au festival. On en parlera lorsque le film sortira, mais il faut toujours se battre contre ce genre de comportement, et pour moi l'art est un excellent vecteur. C'est pour ça que je ne serai jamais énervé de voir de la représentation LGBT, sauf évidemment quand elle ne sert à rien ou elle est vraiment mal utilisée, mais vu que le film parle de ça, et vu que ça a attisé les homophobes, ça donne encore plus envie de voir le film. Par contre, j'aurais aimé que le BIFF réagisse un peu mieux et gère un peu mieux la communication à ce sujet, qui était assez faible d'après moi. La fameuse salle du UGC Normandie à Paris va fermer ses portes en juin. Il y a plein de films cultes qui vont y passer d'ici là. Pour ceux qui aiment la salle, vous devez y aller maintenant, parce que ça sera la dernière fois que vous allez avoir l'occasion. Pourquoi est-ce que l'UGC Normandie ferme? Les loyers sont trop élevés et ils ne peuvent plus les payer. Donc ils doivent fermer, c'est triste. C'est un cinéma qui existe depuis longtemps, c'est l'une des salles préférées de beaucoup de personnes juste par son esthétique. C'est une énorme salle aussi pour le coup, donc ça a rendu triste beaucoup de personnes, et pour ceux qui veulent encore une fois vivre l'expérience UGC Normandie, dépêchez-vous. Ça sera juste triste de voir ce cinéma remplacé par un fast-food ou un magasin de vêtements, mais je pense que ça va aller dans cette direction. Nouvelle polémique concernant Omar Sy, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vient promouvoir quelque chose, Omar Sy il se fait insulter, des polémiques à tout va, tout le temps, constamment. On va commencer à penser que c'est surtout du racisme avant tout, mais la polémique cette fois-ci est pas due à lui, c'est pas sa faute, même si je suis pas très fan de comment les journalistes à chaque fois le prennent en guet-apens. Il pose des questions qu'honnêtement à d'autres acteurs il ne poserait pas. On lui demande beaucoup de se prononcer sur des choses qu'il ne demande pas à d'autres acteurs, pour pas dire des acteurs blancs, mais ça c'est un autre débat. Cette fois-ci c'est pas sa faute en soi, parce que c'est un cinéma à Trappes qui a été nouvellement réinauguré avec le nom Cinéma Omar Sy. Avant, le cinéma s'appelait Grenier de sel, slash ou tiré comme vous voulez Jean Renoir, le fameux réalisateur français de l'époque, des années 30 évidemment, et beaucoup s'énervent sur les réseaux par rapport à ça. Comment est-ce qu'on efface le nom d'un homme comme Jean Renoir pour mettre à la place Omar Sy?
ce cinéma est à trappe et le cinéma s'est jamais réellement appelé Jean Renoir. C'était surtout le grenier de salle. Jean Renoir, c'était un truc en plus qui était ajouté. C'était pas connu comme le cinéma Jean Renoir. Bref, ça c'est un autre débat. Mais entre Jean Renoir et Omar Sy, qui est devenu une icône pour la jeunesse de Trappes, une icône pour sa ville, pour montrer qu'on peut réussir en étant né là-bas, et un réalisateur qui n'a pas forcément un lien avec Trappes, que le cinéma choisisse de sa propre volonté, en accord avec la ville, de changer le nom pour permettre à la ville d'écrire sa propre histoire, je trouve ça tout à fait ok. Encore si c'était la ville natale de Jean Renoir où il a vécu toute sa vie, il a vraiment grandi là-bas, il a fait ses premières expériences là-bas ou je sais pas quoi, à la limite, j'aurais trouvé que c'était un peu déplacé de changer juste parce qu'il y a un effet de mode et qu'il y a un nouvel acteur qui est arrivé et qui faisait pas des films il y a 100 ans. Mais là, franchement, il y a clairement un lien plus fort entre Trappes et Omar Sy que Trappes et Jean Renoir. Et le changement de nom de ce cinéma-là, qui est fait par la volonté du cinéma avant tout, par bonheur d'avoir un acteur de leur ville percé autant, c'est ok. Je n'arrive vraiment pas à y voir la polémique. On n'efface pas l'histoire, on ne change pas l'histoire. La ville écrit juste sa propre histoire, qui est bien plus cohérente avec son identité aujourd'hui et dans son histoire à elle aussi. Ne vous inquiétez pas, Jean Renoir n'aura pas disparu du monde du cinéma, de la culture du cinéma. On s'en rappellera probablement plus qu'Omar Sy au final, mais c'est pas ça qui va vous tuer et c'est pas le grand remplacement, c'est pas la cancel culture, c'est rien du tout. C'est tout à fait ok. Pour le coup, là, vous en faites des caisses sans raison. J'ai pas vu un seul argument valable à ce sujet. Et je suis désolé, si on met le cinéma de côté, Jean Renoir, ses avis sur le fameux moustachu, sur le Front Populaire et ses nombreuses polémiques, qui étaient un peu plus que des polémiques à l'époque, donnent aussi des arguments en faveur de ne pas forcément toujours honorer cet homme. Renseignez-vous sur les dingueries qu'il a dit et me dites pas que c'est l'époque, hein, parce que ces phrases sur Monsieur Moustachu allemand, à l'époque, ça se disait pas non plus en France. Hein. Donc arrêtez aussi de mettre sur un piédestal des réalisateurs de l'époque, certes, qui ont fait des œuvres hyper connues, cultes, qui ont beaucoup changé le cinéma, juste par la tradition. Et il y en a plein qui vont se plaindre de ça sans jamais avoir vu de film de Jean Renoir. À la limite qu'un gars qui a vu 3, 4, 5 de ses films au moins l'ouvre à ce sujet-là, pourquoi pas. Mais la majorité des gens, ils n'auront rien vu de lui. Et ils vont quand même l'ouvrir. Gladiator 2 impressionne de plus en plus. On n'a toujours pas eu de bande-annonce, c'est vrai, mais les retours sont de plus en plus dithyrambiques évidemment. Le film dure pour l'instant 2h40 et ils veulent pousser le film vers les Oscars, d'où la sortie aussi en novembre. Écoutez, moi j'ai toujours cru à ce projet. On n'en a toujours pas besoin, je le répète à chaque fois, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie qu'il soit bien, j'ai envie d'être impressionné, et je pense qu'on va se prendre une claque en termes de mise en scène, comme d'habitude avec Ridley Scott, et je suis très curieux de voir la première bande-annonce, voir juste à quoi ça ressemble visuellement, parce que je suis très curieux de savoir s'ils vont moderniser le truc ou s'ils vont prendre vraiment l'esthétique de l'époque. Un article intéressant par The Hollywood Reporter est sorti récemment. Hollywood perd 30 milliards à ne pas être plus inclusif avec toutes les différentes minorités américaines. On parle évidemment de consommation au cinéma, streaming, mais aussi d'emploi. En fait, ils perdent 30 milliards parce qu'il y a des démographies qui sont pas assez représentées, et des démographies qui ne trouvent pas assez de travail, et des démographies qui consomment plus que d'autres, et le fait de ne pas embaucher, le fait de ne pas proposer du contenu avec une plus grande diversité, a prouvé qu'Hollywood perd de l'argent. Je vous laisse l'article en entier qui est hyper intéressant, qui mériterait une vidéo entière, mais le fait de ne pas être assez woke, justement, fait perdre beaucoup d'argent à Hollywood, parce que justement, beaucoup des histoires de minorités, avec des acteurs minoritaires, entre guillemets, et avec des équipes qui sont minoritaires, encore une fois, aux États-Unis, rapportent généralement beaucoup d'argent, vu les budgets, des choses comme ça. C'est un super article qui va bien plus en détail que ce que je viens de vous raconter ici. Mais voilà, pour une fois, on a des analyses précises pour dire que go woke, go broke n'existe pas. Et au contraire, plus t'es woke, plus ça rapporte de l'argent. Ce qui est un argument qui est beaucoup utilisé par les anti-woke. C'est pas symbole de qualité, c'est vrai, mais financièrement, ils perdent beaucoup d'argent à ne pas l'être au final. Un nouveau film d'exorcisme avec Russell Crowe a été annoncé. Une bande-annonce a été diffusée. Oui, il y aura 2 films d'exorcisme avec Russell Crowe. J'ai toujours pas vu l'exorcisme du pape ou du Vatican, je sais pas comment il s'appelle en français. Ça sera l'histoire d'un tournage de film maudit qui aura aussi besoin d'un exorcisme. Donc c'est un truc un peu méta où t'as l'impression que c'est Russell Crowe qui joue son précédent rôle dans un nouveau film. C'est pas du tout le cas, hein. Mais c'est drôle qu'il soit dans 2 films d'exorcisme à 1 an d'écart. Le film a pas l'air bien, mais juste pour le double feature là de films qu'on a là, ça me donne envie de voir les 2 films. L'agent de Russell Crowe, il a dû se taper une énorme barre quand Russell Crowe a accepté de faire ce 2e film d'exorcisme. Et je suis content que Russell Crowe fasse des quêtes secondaires depuis genre 15 ans. Il a l'air de kiffer sa vie et tant mieux pour lui. Petite actualité un peu rigolote par rapport à Anna Gunn. Anna Gunn, c'est Skyler White dans Breaking Bad évidemment. Elle a dit que récemment les gens la respectent de plus en plus lorsqu'ils ont des rencontres avec elle, parce qu'avant elle était vraiment détestée lorsque Breaking Bad était diffusé, mais maintenant les gens la comprennent un peu plus, et moi je le dis depuis des années. Oui, narrativement peut-être Skyler est détestable, mais Skyler c'est l'une des personnes les plus cool de Breaking Bad en soi, et son personnage ne mérite
méritait clairement pas la haine qu'elle a reçue. Loin de là. Les producteurs utilisent maintenant beaucoup Rotten Tomatoes pour juger la carrière des réalisateurs qu'ils vont embaucher. Si un réalisateur a beaucoup de films avec des mauvaises notes sur Rotten Tomatoes, que ce soit critique ou spectateur, il aura moins de chances de se faire embaucher. Et je pense que les dégâts qu'ont fait Rotten Tomatoes dans l'industrie du cinéma sont assez catastrophiques. Parce que premièrement, vous ne devriez jamais juger un film sur les notes des gens. Parce qu'en fonction des sites, par exemple, que ce soit IMDb, Letterboxd, Sens Critique, les notes des films vont tellement varier parce que les audiences sont tellement différentes. Et Rotten Tomatoes, la manière dont ça fonctionne, le pourcentage, peut avoir un film à 100% qui au fait est un 6 sur 10 parce que c'est comme ça que ça fonctionne. En gros, c'est un indicateur pour te dire à quel point le film est grand public et apprécié par le grand public. Un film qui divise, comme Babylone qui avait un Rotten Tomatoes horrible de 50 et quelques, le truc c'est que vu que ça divise, ça peut énormément vous plaire ou alors vous allez énormément détester. Et du coup, Rotten Tomatoes c'est juste un indicateur de si le film divise ou pas. Un film à 100% peut être tellement consensuel et inintéressant, comme beaucoup des Marvel qui ont une très bonne note, ça veut pas dire que vous allez aimer, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que c'est grand public et tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins ok quoi. C'est clairement un mauvais indicateur et je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait pris en compte tout simplement. Les indicateurs comme Metacritic, au moins qui font une moyenne des notes, est déjà un peu plus sensible. Mais vu que c'est que des critiques, les critiques ont une affinité complètement différente, sans même parler des fraudes, de la corruption et tout. Bref, se baser sur ça pour moi est une mauvaise chose. Normalement, un producteur devrait voir les films du réalisateur et se dire s'il mérite ou pas de faire un film avec eux. Son avis devrait suffire en théorie. Là, en plus du box-office du réalisateur, ils vont rajouter le Rotten Tomatoes du réalisateur, c'est une mauvaise chose. Super casting pour 28 ans plus tard avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Énorme casting pour le film qui commence son tournage là en mai, sorti normalement l'année prochaine. Et non, normalement, il n'y aura pas Cillian Murphy. Pourquoi? Parce que visiblement, il va apparaître dans le deuxième et troisième film de cette nouvelle trilogie. Parce que oui, 28 ans plus tard, et le début d'une nouvelle trilogie, normalement, on verra bien. Et Cillian Murphy devrait apparaître à la fin du deuxième pour être présent dans le troisième. C'est ce qu'ils ont dit, on sait pas encore. Il y a aussi le problème que Peaky Blinders commence au tournage en septembre. Peut-être c'est compliqué pour Cillian d'être présent en mai. On sait pas trop si c'est une raison scénaristique, une raison d'agenda. Mais vu qu'il bosse sur Peaky Blinders, qui, je le rappelle, sera un film à gros budget qui commence son tournage en septembre. On sait pas si c'est un film de télé ou un film de cinéma. Bref, peut-être il y a un peu conflit entre ces deux œuvres. Mais Cillian Murphy, normalement, pour l'instant en tout cas, ne sera pas présent dans le film. Ce qui en soi est un peu dommage, mais on verra bien comment ça va se faire. Et si on parle d'Irlandais, Nicola Coughlan, qui est une actrice irlandaise, qui est à l'affiche de Bridgerton saison 3 là bientôt, a dit qu'elle a perdu pas mal d'opportunités depuis qu'elle soutient la Palestine. Les Irlandais sont très pro-Palestine, vu leur histoire, leur culture, ils sont forcément attachés à l'État de Palestine, et du coup, elle a perdu des opportunités. C'est intéressant parce que beaucoup d'Hollywood a changé un peu de ton là-dessus. Au début, si tu soutenais la Palestine, c'était la fin du monde, tu perdais ta carrière. Maintenant, ça a changé, mais elle avoue quand même qu'elle a quand même perdu des opportunités à cause de ça, parce qu'elle était très vocale par rapport à ça, par rapport à son soutien d'un cessez-le-feu. Peut-être c'était avant justement que tous les artistes signent les pétitions de cessez-le-feu, mais elle a quand même dit qu'elle a perdu des opportunités, ce qui n'est absolument pas normal, encore une fois. Aaron Sorkin a prévu une suite spirituelle à Social Network, qu'il a écrit à l'époque, pour raconter la manière dont Facebook a causé l'invasion du Capitole du 6 janvier aux États-Unis. Peut-être pour nous en Europe, c'est pas un événement majeur, mais l'invasion du Capitole, c'est quand même assez dingue dans un pays comme les États-Unis. Il a envie d'écrire de comment ça s'est fait à cause de Facebook. Il est en train de bosser sur ça, c'est un film qu'il va sûrement réaliser. Écoutez, Aaron Sorkin, il a écrit parmi les films les plus mémorables de ces dernières décennies, donc on sera clairement au rendez-vous. Une mini-série web, entre guillemets, sur Messi, le chien de Anatomie d'une chute, qui sera présent à Cannes. On va vivre Cannes via son point de vue. Laissez ce chien tranquille. S'il vous plaît, laissez ce chien tranquille. Il a fait la promo d'Anatomie d'une chute, ça suffit, laissez-le au bordel. Peut-être en vrai il kiffe ça, peut-être la personne qui s'occupe de lui kiffe ça aussi. À la limite, pourquoi pas, mais bon, la promo est finie, laissez ce chien être un chien. Deux films ont été décalés, Karate Kid devait sortir ce décembre, mais ça ne se fera pas au final, il sortira en mai de l'année prochaine. Pas surprenant car ils avaient annoncé le film en décembre de l'année dernière, donc entre l'annonce, la recherche de casting et tout ça, c'était quasiment impossible qu'il sorte un an plus tard. Donc il a été décalé à mai, ce qui sont bien plus faisables. Et Craven, qui était décalé déjà d'un an, et même avant il avait encore été décalé de quelques mois, sortira en décembre, lui pour le coup, au lieu de fin août. Le tournage de ce film s'est fini il y a 2 ans et demi déjà quoi, et ils l'ont toujours pas sorti. Avant t'avais l'excuse du Covid, de la grève des acteurs et tout, mais là ils l'ont encore décalé. Est-ce que c'est peut-être pour intégrer Venom dedans? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il a été décalé. Pour ceux qui se posent la question, vous n'êtes pas nombreux, mais Greenland, oui ce film là, qui était pas horrible en soi, le tournage de la suite a commencé. Greenland Migration, normalement le film devrait sortir l'année prochaine. Un point box-office avec Le Garçon et le Héron qui a dépassé les 300 millions au box-office international, super nouvelle, vraiment mérité. Un budget estimé entre 50 et 100 millions, mais je vois souvent du 100 millions, le film le plus cher de l'histoire du Japon, donc c'est un beau succès et je suis très content car le film le mérite, en plus de toutes ses récompenses. Godzilla x Kong a dépassé les 500 millions pour un budget de 135 millions, énorme succès aussi, on va en bouffer, du Monsterverse pour le coup, ce n'est pas près d'être fini. Dune 2 a dépassé les 700 millions, très beau succès pour le film au budget de 190 millions, pour le coup, énorme réussite, ça fait vraiment plaisir. Civil War s'en sort pas trop mal avec 85 millions, encore une fois au box-office international pour tous ces films, mais un budget de 50 millions.
pour qu'il soit plus ou moins rentable, il faudrait qu'il fasse au moins 120, 125, 150. Ça dépend à qui ils ont vendu le film par la suite en streaming et des choses comme ça. Mais c'est pas un énorme succès. Il s'en sort bien et pour un film à 24, il va sûrement battre des records. Mais vu le budget, c'est pas non plus exceptionnel. Mais globalement, ça va. Il y aura sûrement plus de films au budget à 24. Par contre, c'est Kung Fu Panda 4 qui a dépassé les 500 millions pour un budget de 85 millions. Ça aussi, c'est un énorme succès pour le coup pour DreamWorks. Ouais, c'est le pire de la saga, hein, mais bon, pour DreamWorks, ça doit faire plaisir d'avoir un peu d'argent vu à quel point ils sont en galère financièrement. Même si je crois qu'Universal va récupérer beaucoup de l'argent aussi. Ghostbusters, que j'ai pas vu, que j'ai pas envie de voir, a bientôt dépassé les 200 millions pour un budget de 100 millions. C'est pas un énorme succès, loin de là, c'est peut-être même un flop. Je sais pas ce que vaut le film, j'ai vu des critiques assez mauvaises, mais on n'est pas prêt de revoir des films Ghostbusters, j'imagine. Et Challengers, pour son premier week-end, avec un budget de 50 millions pour le coup, ou 55, ça dépend des sources, a dépassé les 25 millions. Ce qui est pas mal du tout, je trouve, pour ce genre de film. On n'est pas sur un blockbuster, loin de là, mais c'est un film qui va bien marcher, je pense, en bouche à oreille. Et je pense que la semaine prochaine, il aura quand même un beau score et une baisse au box-office qui sera assez négligeable. Je m'attends vraiment à ce qu'il fasse un beau score ce film et qu'il arrive au moins aux 100 millions. Ce qui serait pas mal en soi. Mais je pense pas que c'est le genre de film auquel il s'attendait que ce soit un énorme succès. Moi, je l'ai dit dans ma vidéo que ça serait un succès, mais sur le long terme, je pense qu'il va bien marcher. Le tournage de Severance saison 2 est officiellement terminé et oui, la saison devrait sortir en fin d'année. 2 ans d'attente, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça, c'est la vie. On en reparlera évidemment en fin d'année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La bande-annonce du film Blink Twice réalisé par Zoe Kravitz a été diffusée. Ça a l'air pas mal du tout. C'est l'histoire de gens qui vont à une soirée de milliardaires et ça tourne très mal pour le coup. Ça a l'air simple, déjà vu, pas très intéressant, mais encore une fois, bénéfice du doute, il y a des chances que ce soit intéressant aussi. Même si la bande-annonce m'a pas donné envie et je trouve qu'elle en révèle un peu trop. Et pendant que je faisais le montage de cette vidéo, est sortie la première bande-annonce, ou en tout cas le premier teaser du film Mufasa, le roi lion, réalisé par Barry Jenkins, qui est un choix étonnant parce que Barry Jenkins, il est oscarisé pour Moonlight. Il a aussi fait un bon film qui s'appelle Si Beale Street pouvait parler. Enfin bref, il a quand même un palmarès assez intéressant et il se retrouve sur Mufasa. C'est ok qu'il fasse ça pour l'argent, je m'en fous. J'espère qu'il a été bien payé, que ça va lui permettre de faire plus de films intéressants par la suite. C'est un deal entre Disney et lui, peut-être, hein. Il fait un film pour eux et il fait un film pour lui après. Bref, je m'en fous, je suis content pour lui, tant mieux. Mais c'est vrai, et soyons honnêtes, que le film, la bande-annonce, de une, l'animation a l'air impressionnante en gros plan, mais les plans les plus éloignés, on n'est plus du tout dans le live action. Parce que le but du Roi Lion, de base, c'était d'avoir de l'animation qui ressemble beaucoup au live action et d'être vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Et là, ça n'est pas vraiment. C'est plus vraiment impressionnant et je trouve que les décors sont assez vides dans beaucoup de scènes. On dirait une redite du Roi Lion, il y a plein de scènes qui se répètent, comme ces deux-là. Visuellement, ça n'a pas l'air d'être le film le plus intéressant non plus. Je voulais en faire une vidéo de base plus longue sur YouTube, mais j'avais rien à dire parce que c'est creux, rien d'intéressant à dire, mis à part que c'est une idée originale. Mais c'est bizarre que ce soit une idée originale, mais ça ressemble beaucoup au film qui est sorti en 2019. Ça a l'air d'être moins du foutage de gueule, mais bon, est-ce que j'ai envie de le voir? Est-ce que j'ai hâte? Non, pas spécialement au final. Ça a l'air très simple, très banal, pas très impressionnant visuellement. Au moins, il y a Lin-Manuel qui a la musique, ce qui est intéressant parce que Lin-Manuel ne sera pas de retour dans Vaiana 2 et on comprend maintenant pourquoi, j'imagine, parce que les deux films sortent au même moment et il a décidé de se concentrer sur un film. C'est quand même particulier, mais je déteste pas ce que j'ai vu, mais ça m'a pas donné forcément plus hâte de voir la suite. Franchement, si j'avais plus de choses à dire, j'en aurais fait une vidéo, mais là, je suis tellement mitigé et tellement peu intéressé que ça ne vaut pas le coup. Greta Gerwig a commencé le travail sur le film Narnia et écoutez, les deux films qu'il a prévu de faire pour Netflix, je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? C'est que je fais confiance à Greta, je pense qu'elle va faire un bon travail, mais vu que ces films vont sortir sur Netflix, des films Narnia à grand spectacle qui auraient pu cartonner en salle vont uniquement sortir sur Netflix. On va aussi vite les voir, aussi vite les oublier, et ça sera triste de voir une réalisatrice comme Greta perdre 5 à 6 ans de sa vie sur Netflix. On verra bien, peut-être elle va kiffer, peut-être je dis n'importe quoi, hein, mais vu comment on se rappelle très peu des films Netflix, et vu comment l'impact d'une séance en salle est fort, et vu à quel point les gens auraient aimé voir ce genre de film en salle, Narnia, les gens adorent, c'est triste de voir ça uniquement sur Netflix. J'espère vraiment que Netflix fasse une exception et le sorte réellement en salle. Pour ceux qui connaissent le film A Knight's Tale avec Heath Ledger à l'époque, ou Chevalier, je crois que ça s'appelle en français, une suite était prévue par Netflix, mais l'algorithme de Netflix n'a pas trouvé une audience pour le film. En plus de l'algorithme, l'équipe marketing et les analystes non plus. Ils se sont dit non, c'est pas le genre de film qui pourrait intéresser. Une suite à A Knight's Tale qui est devenue une sorte de mini-film culte assez fun que les gens aiment bien, je sais pas si la nouvelle génération connaît, mais moi j'ai un peu grandi avec ce film aussi, l'algorithme s'est dit non. Par contre, pour produire d'énormes bouses inintéressantes constamment, là l'algorithme s'est dit oui. Je dis pas que Chevalier est un énorme film, un chef-d'œuvre, hein, loin de là. C'est un film sympa qui mérite un peu le détour, hein. Et je pense que c'est typiquement le genre de film qui aurait marché sur Netflix. Mais non, ils ont dit que l'algorithme ne veut pas de ça, et du coup ils le feront pas. Donc ils ont laissé des analystes et une équipe marketing décider de s'ils vont faire un film. Ça montre encore une fois le cynisme des plateformes de streaming. Par contre, ne vous inquiétez pas, Tyler Rake 3 est toujours prévu, parce que oui, tout le monde se rappelle du deuxième, et tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Et Frank Darabont a décidé de sortir de sa retraite pour réaliser 2 épisodes de Stranger Things. Très particulier comme choix, mais on va pas se plaindre parce que j'aime beaucoup Frank Darabont, il a fait des films cultes, donc le voir au règne de la dernière saison de Stranger Things, ça ne peut être qu'intéressant. Le tournage du film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, un film de vampire d'époque, a
commencé, c'est une bonne chose parce qu'il sortira du coup l'année prochaine. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Parce que le combo Michael B. Jordan, Ryan Coogler fait plaisir, mais surtout parce qu'on aura 2 films de blaxploitation de vampires l'année prochaine. Celui-ci est le film Blade, normalement, s'il sort un jour. Donc je pense qu'on va bien manger. The Nice Guys 2 n'aura probablement jamais de suite parce que visiblement, ce qui comptait beaucoup, c'est la sortie en salle et surtout le premier week-end. Et le premier week-end n'a pas été satisfaisant, même si le film est devenu culte depuis. Excellent film, je vous conseille, c'est l'un des films qui mérite le plus une suite. J'en avais fait une vidéo à l'époque d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion car le film n'a pas marché la première fois. Après, c'est ça aussi le truc, c'est que le cinéma et les films évoluent en fonction du temps. Même si un film flop au box-office, il peut facilement devenir culte. Il y a plein de films cultes aujourd'hui qui ont flopé au box-office, qui pourraient avoir des suites aujourd'hui, qui auraient peut-être même dû avoir des suites. Donc je pense que vu maintenant à quel point le film est devenu culte, et vu à quel point les gens aiment ce film, je pense qu'une suite pourrait bien marcher. Ou alors qu'un streamer le sorte au moins en streaming, quoi. Ça serait dommage de pas le voir en salle. Qualitativement, le film était au niveau et c'est le film qui méritait d'avoir plus d'aventures de ses personnages. Un nouveau film Evil Dead sera réalisé par Francis Galuppi, dont je n'ai vu aucun film pour être honnête. Je ne connaissais pas vraiment la personne, mais il aura le droit à la réalisation et normalement le scénario d'un nouveau film. Et ça ne supprime pas le film qui sera aussi réalisé par Sébastien Vanitschek, qui lui est toujours prévu. Donc il y a 2 nouveaux films Evil Dead qui sont en préparation. Et maintenant pour la sortie de la semaine, cette semaine sort Fiasco, j'en ferai la critique, je vais essayer de tout regarder demain et vous sortir une critique pour demain. C'est sur Netflix, ça a l'air pas mal, on verra bien ce que ça donne. En même temps, de Fall Guy, j'en ferai aussi une critique normalement mercredi matin. Ça a l'air sympathique aussi, donc on verra bien. Les Cartes du Mal, je vais voir si j'en fais une critique. J'ai entendu quelques bons retours, à voir si j'ai le temps et l'envie d'en faire une critique. J'irai sûrement le voir aussi cette semaine. Par contre, c'est sûr que j'irai voir le nouveau film de Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde. C'est sa nouvelle réalisation, il joue aussi dedans. C'est mon acteur préféré, donc j'irai sans aucun doute. Une affaire de principe m'intéresse parce que je suis un peu un suceur de l'Union Européenne, du coup j'irai sûrement le voir. Et j'avais oublié d'annoncer la semaine dernière la sortie de la série Knuckles, qui est sortie sur Paramount, que je regarderai pas, je pense, mais qui a de bons avis, bonnes critiques, mais c'est pas pour moi et ça m'intéresse pas spécialement. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.